Daniel Obono est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Bruno Bonnell, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Rhône. Merci à tous les deux d'être avec nous pour évoquer cette situation politique et pour débattre. L'URSSAF, c'est votre ami? Vous qui êtes patron, vous qui êtes chef d'entreprise? En tout cas, la personne qui l'a dit n'est pas mon ami. Et je pense que ce jeune chef d'entreprise... Qui a évoqué, lui, le mot ennemi, ouais. Bien évidemment. Je parle d'Emmanuel Macron. Oui, parce que j'ai eu un doute, là. Non, pardon. L'étard. Mais quand on est chef d'entreprise, ouais. On n'est pas juste là, dans une boîte noire, ou qui doit sortir de l'argent en le maximisant. On est aussi là avec des hommes, c'est une aventure humaine, ouais. Des femmes qui ont des situations personnelles, qui ont des difficultés. Faut pas non plus oublier qu'il vient de quelque part, ce jeune homme. Un jour, il a été malade. Il a été probablement soigné dans un hôpital. Il a été, y a des droits sociaux pour tous les gens. Donc, c'est vraiment être complètement hors sol. Alors pour le coup, il évoquait quand même les difficultés que peuvent rencontrer de jeunes entrepreneurs lorsqu'ils doivent donner ces cotisations. C'est lourd. Ça fait partie du jeu, mais ça fait partie du jeu de l'entreprise. Ouais. Arrêtons de faire semblant qu'on est dans une espèce de terre de cow-boy où il n'y a pas de règles. Heureusement qu'il y a des lois et des lois sociales en France. D'ailleurs, le président le dit lui-même. Évidemment, alors il le dit avec une phrase raccourcie quand il dit l'URSSAF est votre ami. Oui, vous n'iriez pas jusque-là, rassurez-moi. Non, attendez, moi j'ai certainement rien à dire ni en amitié ni en inimitié pour l'URSSAF. Je dis, c'est une donnée que vous avez quand vous êtes chef d'entreprise. Et là, l'ignorer ou vouloir le faire ailleurs, à ce moment-là, moi vous savez, j'ai monté des sociétés dans à peu près une trentaine de pays dans le monde. Ouais. Il y a des pays où les droits sociaux sont pas les mêmes. J'invite cet homme à aller créer des entreprises là-bas. Daniel Obono, c'est une bonne chose que le président défende les droits sociaux, rappelle à quoi sert la sécurité sociale à ce chef d'entreprise qui était pas du même avis? Disons que moi je trouve que c'est un peu une comédie. On voit bien que c'est une mise en scène justement pour donner l'impression d'une inflexion. Il aurait peut-être dû le rappeler à sa majorité quand elle a voté en rang serré le code du travail, la dérégulation du code du travail qui protège les salariés. Il aurait dû le rappeler à sa majorité très récemment lorsqu'elle l'a voté en s'applaudissant la dite loi Pacte. Voilà. Après tout, c'est bien beau les paroles, mais les actes sont quand même un peu plus conséquents. Et on voit qu'en conséquence, ce n'est pas la défense du système de sécurité sociale. Je crois que malheureusement, on en aura encore la preuve lors du débat qui va arriver sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui changera dans les faits ce que font la majorité et ce gouvernement. On est, Bruno Bonnell, au cœur du reproche principal fait à Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Pas assez social. Pas assez à gauche. Vous savez, moi, ce que j'ai découvert depuis que je fais de la politique, c'est que c'est du bateau à voile. Ça veut dire que vous avez un cap. Le cap, c'est toujours le même. C'est libérer, protéger et unir. On n'a pas changé de cap depuis le début. Par contre, en bateau à voile, parfois, on met des coups de barre qui apparemment sont à droite et d'autres coups de barre qui apparemment sont à gauche. On n'a pas touché à la sécurité sociale, ni dans les ordonnances de la loi travail, ni dans la loi Pacte. J'en suis le vice-président, je peux vous en parler si vous voulez. On n'y a pas touché. Donc ne faisons pas des amalgames et des exceptions de tout en opposition. Il n'y a pas de remise en question du modèle social français. Par contre, quand vous supprimez les cotisations sociales, si vous remettez en cause le modèle. Ah bon? Oui. Alors expliquez-moi ça. Parce que le système de la sécurité sociale, c'est les cotisations qui servent à financer la sécurité sociale. Non, on les a supprimées. On les a supprimées sur les feuilles de paye des salariés pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. C'est leur salaire. Et étendre la couverture sociale sur la CSG. La fameuse CSG dont tout le monde a parlé. Oui. Ne dites pas qu'on a supprimé. Mais bien sûr que si. Vous en êtes avant le changement de barre de Jupiter. Vous en félicitiez d'ailleurs en expliquant ce tour d'entourloupe qui consiste à expliquer aux gens que le salaire socialisé, les cotisations sociales, si, ça c'est le principe de la sécurité sociale. Excusez-moi, c'est sur cette base-là que ça a été construit, l'idée que justement une partie du salaire est mis dans le financement de la sécurité sociale. Vous le retirez en prétendant que c'est une hausse de salaire, mais en vérité, ça veut dire simplement que l'impact sera sur la sécurité sociale et l'augmentation des mutuelles. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de jeu de bonneteau où on fait croire aux gens qu'on leur donne une chose qu'on retire de l'autre côté. Oui, vous remettez en cause la sécurité sociale, vous avez remis en cause le code du travail, qui est une protection pour les salariés avec la loi travail, et des milliers de personnes dans la rue vous l'ont reproché avec raison, et on le fera aussi. Le plus important, c'est Donc ça veut dire, on peut parler pendant des années de solutions, de vous enlever, etc. L'objectif, c'était d'arriver de libérer de l'espace pour que les entreprises puissent embaucher et créer des emplois. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de l'impatience par rapport aux résultats, mais moi j'aimerais qu'on regarde des temps intermédiaires. Il y a des métiers, l'électronique, le numérique, la métallurgie, dans lesquels on est en chômage négatif. Vous écoutez les patrons, ils vous disent on ne trouve pas
de gens. Il faut qu'on accélère la formation de gens, on n'en trouve pas assez. Donc nous avons des résultats. Dans la loi Pacte, quand on supprime les seuils, c'est pour permettre aux gens de dire n'hésitez plus à embaucher à cause de seuils techniques. Les seuils sociaux, vous pensez que empêcher des salariés d'une petite entreprise d'avoir un local pour avoir faire la pause, de recruter des gens pour qu'ils mangent. Concrètement, la suppression des seuils sociaux, c'est ça, c'est très concrètement rendre difficile pour les salariés d'avoir une représentation parce que c'est plus important d'avoir un local syndical que d'embaucher 10 personnes dans une entreprise si on a besoin. Quand vous êtes, par exemple, caissière dans une grande chaîne de supermarchés, que vous passez des heures derrière la caisse et que vous n'avez pas même pas une minute pour aller aux toilettes, ou comme c'est arrivé à cette caissière à Tourcoing qui a fait une fausse couche parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Excusez-moi, oui, ça c'est important. Et pour moi, juste la question c'est pas l'un ou l'autre, ça devrait être les deux, parce que de la richesse, il y en a. Il y a du chômage, effectivement. Il faut relancer l'activité. Et nous avons des propositions pour ça. Mais il y a de la richesse. La question, c'est comment elle est repartie, cette richesse. Allez, et vous avez choisi de la répartir inégalement et en plus de raboter les protections des salariés. On va poursuivre ce débat dans un instant, mais je voudrais vous montrer ensemble ce reportage consacré à cette journée de manifestation. Retraités, salariés, fonctionnaires ont manifesté un peu partout en France. Aymeric Barraud. Ils ont traversé la rue pour se faire entendre. Après 1 an et demi de présidence Macron, ces manifestants le martèlent. Retraités, fonctionnaires, ils n'arrivent plus à s'en sortir. On est obligé de tout regarder, de regarder la bouffe, de regarder pour partir en vacances. On a des enfants et des petits-enfants, on regarde pour leur faire des cadeaux. On ne peut plus les aider comme on faisait dans le temps. Voilà, on a une vie, c'est pas vraiment une vie pour moi. Bon, le travail c'est important, il n'y a pas que ça, il y a aussi le après. Et le après, on ne sait pas si on pourra se permettre d'en avoir un après. Voilà. Un message clair, mais une mobilisation en demi-teinte. Environ 5000 personnes à Marseille et ici à Nantes. 21 500 à Paris, selon un comptage indépendant pour plusieurs médias. Mais pour les syndicats, c'est maintenant, alors que l'exécutif est sous pression, qu'il faut insister. Ça veut dire des salaires élevés, plus élevés. Par exemple, en augmentant le SMIC, ça veut dire arrêter de s'attaquer aux cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est le symbole de la solidarité. Ça veut dire créons vraiment des emplois et ne nous moquons pas de ceux qui cherchent du boulot en disant traversez la rue, vous trouverez un boulot qui ne correspond pas à votre qualification. Des rassemblements émaillés d'incidents impliquant environ 200 Black Blocs en début de cortège à Paris. Un policier et un manifestant ont été blessés. Bruno Model, vous entendez cette colère qui s'exprime dans la rue aujourd'hui? Mais absolument. Et il pourrait être 2 comme il pourrait être 100 000, il faudrait l'écouter. La question, elle n'est pas là. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient à bout, qui cherchent des solutions, et nous essayons d'en proposer. Donc il ne faut pas se contenter simplement de faire le constat. Il faut être dans l'action. Mais heureusement qu'il faut écouter ces gens. Et je les écoute également dans ma circonscription, je les écoute au contact, on a des débats. Ceci dit, juste une petite remarque sur les retraités pour lesquels j'ai beaucoup de respect. La modification par rapport à l'avant, puisque ce monsieur parlait de l'avant, c'est 1,7%, qui est un effort, effectivement sérieux. Je ne pense pas par contre que le niveau dans lequel il dramatisait la situation était à l'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que, parce qu'il faut être précis, il ne faut pas juste raccourcir les mots. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons, dans notre programme, expliqué à quoi servaient ces 1,7%. Ils servent justement à ce que des gens qui soient dans des situations extrêmes de chômage puissent être mieux compensés avec plus de sécurité. Donc ça ne sert pas à rien, cet argent. Il participe à une forme de solidarité également. Et on a encore le droit de se plaindre, donc. Mais non seulement on a le droit de se plaindre, mais on a le devoir de se plaindre. Le gouvernement ici, c'est le gouvernement et tout. C'est pas ce que disait le président l'autre jour. Mais non, mais on a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre, mais non, mais moi toujours. Vous savez toujours. Mais on a le droit de se plaindre, mais on a le droit aussi de regarder la réalité de l'action qu'on essaie de mener. L'opposition profite de ce moment de flottement qui précède le remaniement. Cet après-midi à l'Assemblée, Édouard Philippe a eu quand même bien du mal à convaincre les députés que la situation politique était parfaitement maîtrisée. Regardez. Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République.
Ça, c'était cet après-midi donc à l'Assemblée. Et ce soir, le Premier ministre Édouard Philippe, qui a donc cette double casquette de ministre de l'Intérieur, est à Paris dans le 17e arrondissement. Il est venu visiter une BAC, donc au contact des policiers. 7 jours sans ministre de l'Intérieur en temps plein. Daniel Obono, est-ce que c'est un problème ou est-ce qu'au fond, c'est simplement la continuité de l'État et il faut faire confiance aux institutions? Il faut faire confiance aux institutions. Heureusement qu'on a des institutions et surtout des agents qui continuent à assurer le travail. Mais ce n'est pas juste 7 jours en réalité. Ça fait plusieurs semaines que Monsieur Collomb avait en fait indiqué qu'il souhaitait partir et que en fait le flottement il dure depuis plusieurs mois. On peut se rappeler ses propos lors de l'audition pendant la dite affaire Benalla où il expliquait qu'il ne savait rien de ce qui se passait dans son ministère et son départ est aussi, je pense, lié aux circonstances qu'ont révélé cette affaire. Mais je pense que le problème dans tout ça, que la crise de la Macronie continue à se dérouler sous nos yeux, c'est une chose. À la rigueur, ce sont leurs problèmes. C'est que nous, en tant que parlementaires, qui a-t-on en face de nous? On a un Premier ministre / ministre de l'Intérieur qui nous dit que tout va bien, mais dont on sait qu'en vérité, ils sont quelque peu fébriles. Et la manière dont M. Collomb est parti le montre. Et puis surtout, on a des ministres dont on ne sait pas, franchement, à qui on s'adresse, un futur démissionné qui est censé nous assurer et nous garantir un certain nombre de choses qui ne pourra pas en vérité confirmer. Donc voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et demain, on aura les questions au gouvernement. Y aura-t-il encore un gouvernement qui ressemblera à celui d'aujourd'hui? On ne sait pas. Donc voilà, ça c'est... Visiblement, Bruno Bonnell, le président et le Premier ministre ont essuyé des refus. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver quelqu'un qui accepte d'entrer au gouvernement et de devenir ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est quand même un problème. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. Alors, restons sur les faits. Vous avez raison. 7 jours, il n'y en a toujours pas de ministre de l'Intérieur. Mais attendez, je pense que on a vécu l'affaire entre guillemets Collomb, le départ de Gérard Collomb, est intéressante parce qu'on n'arrête pas de parler de crise. Moi, j'appelle de moment charnière du quinquennat. Je pense que c'est une page se tourne. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui a été menée par le président et le Premier ministre aujourd'hui. Réflexion qui, pour le moment, n'est pas aboutie puisqu'elle n'a pas été exprimée, mais qui avance. En attendant, tout fonctionne. Vous étiez avec moi dans l'hémicycle tout à l'heure, le gouvernement était présent. Ça peut durer comme ça encore longtemps? Mais ça peut durer tant qu'il n'y a pas la présentation du nouveau gouvernement. Il y a un intérim qui est assuré, c'est montré le sérieux de cet intérim par le Premier ministre de l'Intérieur. Un certain nombre de dossiers d'ailleurs du Premier ministre ont été délégués. Parce que pour le moment, effectivement, c'est sa priorité. Il le montre tous les jours. Mais c'est quand même des problèmes, quand même. Je n'ai pas dit que c'est une situation qui est transitoire. Mais de là à dire qu'il y a une crise de gouvernement quand tous les autres sont au travail, et moi, en tout cas, j'ai eu des rendez-vous ce matin avec un certain nombre de ministères dans le cadre de ma mission territoire d'industrie, et j'ai pas rencontré de flottement, comme le dit Mme Bono. Mais le ministre ou la ministre avec laquelle vous avez discuté ne sera peut-être pas là demain. Donc, alors, c'est la vie démocratique, vous savez bien. Ok, soit. Mais attendez, à la rigueur, vous l'avez peut-être vécu 1000 fois. Moi, je suis parlementaire depuis peu. Mais à la rigueur, ça, c'est votre problème. À l'interne, vous n'arrivez pas à retrouver l'énergie suffisante, etc. Là où moi, c'est un problème, c'est effectivement que je ne peux m'assurer que ce que dit le Premier ministre aujourd'hui ne se contredira pas demain. Parce que c'est ce qu'on voit aussi depuis plusieurs semaines. Un Premier ministre qui dit que tout va bien et puis un ministre de l'Intérieur qui lui passe par-dessus pour annoncer sa démission. On nous dit qu'il va rester et faire la transition. En fait, il claque la porte et il est déjà à Lyon. Enfin voilà, c'est un problème que la parole du ministre, du Premier ministre ne compte pas grand-chose en vérité, et que c'est M. Macron qui décide de tout. Les responsables, qu'ils soient politiques ou de la société civile, ils prennent les aléas et les péripéties qui arrivent et ils doivent les gérer. Ces contraintes doivent les transformer en opportunités. Peut-être qu'il y a une réflexion plus large. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'on va apprendre. On vous a pas proposé d'entrer au gouvernement? Non. En l'occurrence, non. Vous savez, c'est ce que disait le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, quelques heures avant d'annoncer qu'il était ministre. Oui. Je dis pas que c'est votre... C'est sympathique, vous avez plus d'informations que moi. Non, mais comme quoi la parole, hein, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à Grand Angle ce soir.